France Inter, franceinter.com. Au SS Gruppenführer Heydrich, je vous charge de m'adresser sous peu un projet global concernant les mesures à prendre pour réaliser la solution finale de la question juive. Hermann Göring, 31 juillet 1941. « 2000 ans d'histoire. Le 27 mai 1942, sur la route qui le conduisait de sa résidence de Jungfurt-Brechan à son quartier général de Prague, Reinhard Heydrich avait demandé à son chauffeur de décapoter sa Mercedes. Il ignorait que depuis plusieurs semaines, 3 résistants tchécoslovaques, parachutés d'Angleterre, surveillaient le moindre de ses déplacements. Vers 10h30, au moment où Heydrich entrait dans Prague, l'un d'entre eux, Jan Kubitsch, lançait une grenade sur le siège arrière de sa voiture. Grièvement blessé, Heydrich allait mourir 7 jours plus tard. Chef de la Gestapo, de la police criminelle et de la police secrète d'État, bras droit de Himmler, il était un des plus hauts responsables du régime nazi. Celui qui, le 20 janvier 1942, à la demande de Göring, avait organisé et présidé la conférence de Wannsee, au cours de laquelle avait été programmée l'extermination des Juifs dans toute l'Europe occupée par l'armée allemande, y compris en France, où Heydrich s'était rendu moins d'un mois avant sa mort, le 7 mai 1942. Paris. Arrivée de M. Heydrich, général des SS, chef de la sûreté, représentant du Reich à Prague, chargé par le chef des SS et de la police allemande, M. Himmler, d'installer dans ses fonctions M. Oberg, général de division des SS et de la police en territoires occupés. On sait que la Commission internationale de la police criminelle a pour président M. Heydrich et que la France a toujours été représentée à cette commission. Le général a profité de son séjour à Paris pour recevoir M. Bousquet, secrétaire général à la police. M. Heydrich a également pris contact avec M. Darquier de Pellefoy, qui vient d'être nommé commissaire général aux questions juives, ainsi qu'avec M. de Brinon. Édouard Husson, bonjour. Bonjour. Alors, c'était quelques jours avant l'attentat qui allait lui coûter la vie, la visite à Paris de Reinhard Heydrich, auquel vous venez de consacrer un livre publié chez Perrin. Heydrich et la solution finale, c'est le titre de ce livre, car c'est bien lui, enfin entre autres, vous le rappelez, qui est responsable au fond de la mort de plusieurs millions de Juifs en Europe, avec Hitler, Göring et également Himmler. Il était, dites-vous, de Heydrich, l'architecte de la solution finale. Oui, en 1940-1941, il y avait des propositions, des suggestions, des initiatives qui partaient un petit peu dans tous les sens pour intensifier la persécution des Juifs. Heydrich, par ambition, par capacité personnelle, par antisémitisme virulent, bien sûr aussi, sait qu'il a des talents de coordinateur et il propose à Hitler, Himmler, Göring un plan de coordination de la solution finale pour après la guerre, puisqu'à l'époque les nazis pensent qu'ils vont la gagner très vite. Alors il n'était pas simplement un exécutant, Édouard Husson, c'était un homme convaincu de ce qu'il faisait, convaincu que les Juifs étaient responsables de tous les maux, et cela dès l'âge de 14 ans. Il est né en 1904 à Halle, en Saxe, et à 14 ans, c'est la fin de la guerre pour l'Allemagne, la défaite allemande de 1918, et son antisémitisme date à peu près de cette époque. Comme beaucoup d'Allemands de sa génération ou un peu plus âgés, effectivement, il faut trouver une explication comment l'Allemagne a-t-elle pu perdre la guerre. Et pour ces adolescents qui avaient grandi dans l'idée que l'Allemagne était infaillible, invincible, il faut une explication simple. Et l'antisémitisme apparaît comme une explication simple. C'est l'origine de la thèse du coup de poignard dans le dos. L'Allemagne a été poignardée de l'intérieur et de l'extérieur. Elle a été honteusement traitée par des gens qui voulaient la détruire de l'intérieur. Il n'était pas programmé pour devenir ce qu'il est devenu. Vous rappelez par exemple sa passion pour le violon qu'il tient peut-être de son père, qui était directeur du conservatoire de musique à Halle, donc, qui lui aurait donné cette passion du violon. Il avait la passion aussi de l'escrime. D'ailleurs, sur la couverture de votre livre, on le voit en tenue d'escrimeur, et d'escrimeur d'ailleurs de talent.
Heydrich était un violoniste extrêmement doué qui pouvait jouer Haydn et Mozart extrêmement bien d'après les témoins. C'était aussi un sportif de niveau olympique. Les circonstances ont fait que, officier de marine expulsé de la marine pour des questions de mœurs, il entre dans la SS et il assouvit une grande partie de son ressentiment dans sa carrière de policier au service du régime nazi. Il avait séduit, dites-vous, une jeune fille, puis s'était marié avec une autre, ça avait fait un scandale, il y a eu une espèce, pas de conseil de guerre, mais enfin, il avait insulté les juges. Ce fut sans doute un prétexte, puisque ce qui l'a fait expulser de la marine, c'est qu'il est répondu très insolemment au jury. Oui. Alors, c'est la même année, en 1931, qu'il adhère au parti nazi, et tout de suite par le truchement de Himmler, qui était le chef des SS, et Himmler qui lui confie, alors qu'il a 24 ans à peine, je crois, qui lui confie la responsabilité du service de renseignement des SS. C'est extraordinaire. Il doit organiser ce service de renseignement, ce qu'on appellera le SD, et il va le diriger. Heydrich était officier de transmission dans la marine, mais Himmler ne savait pas la différence entre un officier de transmission et un officier de renseignement. Et il croit que Heydrich est fait pour construire les services secrets. C'est le fruit du hasard, et en même temps, il a une bonne intuition, puisqu'effectivement, dans la concurrence entre dirigeants nazis pour créer des services secrets, eh bien, c'est Heydrich qui s'impose progressivement, parce qu'il est celui qui fait les meilleures fiches sur le maximum de gens. Et d'ailleurs, qui va les utiliser, qui va être très utile, une fois le parti nazi arrivé au pouvoir. Par exemple, il va participer à la nuit des longs couteaux, c'est-à-dire en fait à l'élimination des grands rivaux des SS, les SA. Et il y a participé lui-même, directement. Heydrich était sans scrupules et il a saisi véritablement toutes les occasions qui lui permettaient d'asseoir son pouvoir, et il a vite compris au début de l'année 1934 qu'il allait se passer des choses importantes, que les SA allaient être écartés, qu'il fallait s'appuyer sur Göring, et il a pour cette raison effectivement, sans aucun scrupule, tout fait pour être l'un des acteurs principaux de la nuit des longs couteaux. Et puis auprès de Himmler aussi, le créateur du premier camp de concentration allemand, pas nazi. Dans l'année 1933, il y avait beaucoup d'initiatives qui étaient prises, des prisons, des camps, où les SA d'ailleurs se comportaient de manière atroce et sadique. Himmler et Heydrich ont joué la carte de ce qu'on appellera affreusement une rationalisation du système, et ils ont effectivement contribué à créer le premier camp en Bavière, à Dachau. Et puis alors également, il a participé à la nuit de cristal, c'est-à-dire les pogroms qui ont été organisés en 1938 contre les Juifs d'Allemagne. Entre 1934 et 1938, on voit une lente montée en puissance de quelqu'un qui reste dans l'ombre et qui en même temps est toujours là aux réunions importantes, par exemple en août 1935, avant que soient formulées les lois racistes de Nuremberg, et puis ensuite, bien évidemment, lors de la nuit de cristal. Il est en retrait aussi, ses policiers ont l'ordre de ne pas intervenir, mais le lendemain, il explique que ça fait trop de dégâts, que quand on est un bon Allemand, on ne peut pas faire comme ça des choses désordonnées. C'est la SS qui doit prendre en main la persécution des Juifs, et il a l'oreille de Göring pour ça. Et c'était quelques mois avant ce discours très important de Hitler, ne cachant pas son intention d'éliminer les Juifs. C'était le 30 janvier 1939, quelques semaines à peine avant le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Le monde comprendra bientôt que l'Allemagne nationale-socialiste n'est pas l'ennemi d'autres peuples. Si la finance juive internationale réussit encore une fois à plonger les peuples dans une guerre mondiale, alors nous assisterons non pas à la bolchevisation du monde, et donc à une victoire juive, mais à l'anéantissement de la race juive en Europe. Hitler, donc en janvier 1939, parlant de l'anéantissement de la race juive, les choses sont assez claires. Un commentaire peut-être, je crois que Heydrich, évidemment, l'a entendu ce discours. Il entend le discours puisqu'il siège au Reichstag, il est membre du Reichstag, c'est une farce bien sûr dans le régime nazi, ce n'est plus un parlement, mais comme haut dignitaire nazi, il en fait partie. Et pour quelqu'un comme lui qui est particulièrement ambitieux, évidemment, chaque mot de Hitler compte. Et là, on peut difficilement être plus explicite dans le contexte de l'époque. Hitler explique, il y aura une guerre mondiale, et s'il y a une guerre mondiale, les Juifs d'Europe seront anéantis, seront exterminés. Pour Heydrich, c'est un feu vert, il sait quel est son horizon. À ce moment-là, il faut le rappeler, parce que l'organigramme du régime nazi est assez compliqué.
Mais Heydrich occupe de très hautes fonctions qui lui permettent d'avoir la direction de plusieurs polices en même temps. C'est ce qu'on appelait le RSHA, le Reichssicherheitshauptmann, c'est-à-dire l'Office central de la sécurité du Reich. Et là, il était tout puissant. Alors, il est tout puissant sous les ordres de Himmler. Himmler dirige la SS et la police et il a confié à Heydrich l'essentiel des services policiers, presque tous en fait. Il en garde un sous le coude pour que Heydrich n'ait pas tout le pouvoir. L'essentiel des services policiers du Reich. Et effectivement, Heydrich est un boulimique de travail. Il accumule les portefeuilles, les fonctions. On peut dire que le RSHA, qui est fondé en même temps que démarre la guerre définitivement, sous sa forme définitive, le RSHA, c'est le ministère de la terreur du Troisième Reich. Regroupant donc le SD, c'est-à-dire les services de renseignement, le Kripo, c'est-à-dire la police criminelle, la Gestapo, qui était sous l'autorité de Heydrich, et qui était chargé de l'expulsion des Juifs, d'abord, dans un premier temps, parce qu'il y a eu des étapes, vous le rappelez avec beaucoup de précision, Édouard Husson, d'abord l'expulsion des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, une fois qu'elle est annexée à l'Allemagne, puis leur enfermement dans les ghettos, puis éventuellement, parce que le régime a longtemps hésité sur ce qui sera la véritable solution finale. Il y avait une utopie nazie qui consistait à imaginer que le monde entier accepterait la domination nazie sur toute l'Europe. Dans ce cas-là, théoriquement, Hitler l'avait dit, eh bien, il faudrait que tous les Juifs partent d'Europe. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire partir de leur plein gré, émigrer? En fait, bien sûr, étant donné que Hitler accumulait les provocations, il devait y avoir un moment où les autres puissances allaient mettre le holà. Et dans ce cas-là, c'était la deuxième étape du processus qui s'enclenchait, à savoir la préparation d'un processus génocidaire. Parce que, entre-temps, l'enfermement des Juifs dans les ghettos, il les prenait en quelque sorte comme otages, d'une certaine manière. C'est ce que vous dites, Édouard Husson. Jusqu'à l'automne 1941, Hitler, qui croit à sa propre théorie de la conspiration, il croit qu'il y a un pouvoir juif mondial, il en est convaincu. Il imagine donc que si les Juifs sont ses otages, et des millions de personnes, à l'automne 41 encore, eh bien, les États-Unis de Roosevelt, la Grande-Bretagne de Churchill, vont obtempérer et vont finir par traiter et par accepter ces conditions. Et lorsqu'il constate que ça n'est pas le cas, il en conclut que les Juifs n'ont plus aucune valeur comme otages, il faut donc les éliminer. Et leur extermination, justement, commence bien avant la conférence de Wannsee par ce qu'on appelait les Einsatzgruppen, groupes d'intervention mobile, dont un des responsables, Otto Lendorf, rappelait en 1945 au tribunal de Nuremberg ce qu'il avait fait en URSS à partir de juin 1941. Ich habe vom Juni 1941 bis zum Tode Heydrichs im Juni De juin 1941 à la mort de Heydrich en juin 1942, j'ai dirigé l'Einsatzgruppe D et j'étais le représentant du chef du SIPO et de la SD auprès de la 11e armée. Où le groupe D opérait-il? Le groupe D opérait dans le sud de l'Ukraine. Savez-vous combien de personnes ont été liquidées par le groupe D que vous dirigiez? Entre juin 41 et juin 42, le groupe fait état de 90 000 personnes éliminées. Alors ces fameux Einsatzgruppen qui éliminent ainsi tout ce qu'on appelait les asociaux, mais parmi eux aussi les Juifs, dans les territoires conquis par l'Allemagne nazie, au fond ils ont expérimenté l'extermination des Juifs avant même qu'elle soit officiellement décidée, Édouard Husson. Ils sont intimement mêlés à la politique d'expansion nazie en Europe centrale et orientale. Il y a déjà un petit commando de ce type en Autriche, mais qui ne se comporte pas encore de manière aussi brutale. Sous les ordres de Heydrich. Sous les ordres de Heydrich, toujours. Toujours. Ensuite, il y a des Einsatzgruppen en Pologne qui contribuent à l'élimination de 70 000 personnes prises dans les élites polonaises et de juifs et de gens considérés comme incurables selon la terminologie nazie, malades mentaux, gens atteints de handicap, etc. Donc ça existe déjà, mais c'est la campagne contre l'Union soviétique qui démarre le 22 juin 1941, qui donne au système toute son ampleur, et il faut imaginer le chiffre que nous venons d'entendre, 90 000 personnes assassinées en l'espace de 6 mois par un groupe qui avait environ 1000 membres, donc c'est très peu. Bien sûr, il y a des auxiliaires, il y a des unités de la police d'ordre qui viennent aider, il y a des collaborateurs locaux aussi qui participent aux exécutions, mais on est là en plein dans le déclenchement d'une volonté génocidaire absolue,
sinon de tels chiffres n'auraient pas été possibles en aussi peu de temps. Et avec des moyens différents. Il y a les exécutions par balles, il y a aussi l'utilisation de camions à gaz, déjà. Au départ, les nazis avaient imaginé qu'ils gagneraient la guerre contre l'Union soviétique en 4 à 6 mois et qu'après cela, ils organiseraient ce qu'ils appelaient la solution finale, qu'ils prévoyaient au milieu de l'année 1941 comme un vaste processus de déportation vers des camps de travail dans l'Union soviétique conquise. Et tout d'un coup, ils s'aperçoivent qu'ils se sont trompés, l'Union soviétique résiste, la guerre va durer. Mais pour eux, il n'est pas question de renoncer à ce qu'ils appellent la solution finale, et on passe au génocide immédiat des Juifs d'Europe. Mais que peuvent faire les 3000 hommes des Einsatzgruppen pour tuer autant de monde? C'est là qu'on expérimente des camions qui doivent asphyxier les victimes. En fait, ça marche mal, et la réalité, c'est que dans les 2-3 ans qui suivent, ce sont ces petits commandos de Einsatzgruppen ou autres qui contribuent à l'assassinat de 2 millions de personnes. Et cela donc dès l'automne 1941, date à laquelle d'ailleurs Heydrich, en plus de ses fonctions à la tête des polices allemandes, Heydrich est nommé protecteur, entre guillemets bien sûr, de la de la Bohème-Moravie, c'est-à-dire en fait de la partie ouest de la Tchécoslovaquie. L'automne 1941, c'est un des tournants. C'est peut-être le premier tournant de la guerre. C'est un moment où l'Union soviétique résiste de façon inattendue, la Grande-Bretagne n'est pas sortie de la guerre et Hitler et les dirigeants nazis savent que les États-Unis vont y entrer. On a donc besoin d'intensifier l'effort de l'industrie d'armement. Où se trouvent, pour les dirigeants nazis, les meilleurs ouvriers européens? Ils se trouvent en Bohème-Moravie, en ce qu'on appelle aujourd'hui la République tchèque. Heydrich y va donc pour mater la résistance tchèque et pour inciter les ouvriers tchèques à se mettre au travail. Là-dessus se greffent ses fonctions de coordinateur de la solution finale. Rien de mieux de son point de vue que d'être au cœur de l'Europe, celui qui va diriger l'ensemble du processus de déportation. Alors à Prague, justement, où Heydrich parle peu, il parlait très peu, vous le rappelez, c'est un homme qui s'exprimait très rarement en public. Heydrich, en décembre 1941, fait un discours. Écoutez, c'est vraiment une archive très rare, car la voix de Heydrich est très peu connue, et une archive qui nous vient de Tchécoslovaquie, donc c'était Reinhard Heydrich en décembre 1941. Au monde du judaïsme, du bolchevisme, du profit sans scrupule, de l'égoïsme, s'oppose une Europe unie, qui, sous l'autorité d'Adolf Hitler, concentre toutes les forces contre les projets insensés de destruction du reste du monde. L'économie mondiale est de plus en plus dominée par les Juifs. Ainsi, la valeur de l'or et de l'argent, inventés par les Juifs, règne en tant que pouvoir absolu sur le monde. Et c'est une archive que nous a envoyée la radio publique tchèque. C'était la voix très rare de Heydrich. Je ne sais pas si vous pouvez faire un commentaire sur sa voix. C'est très rare. Il y a que 2 enregistrements qui ont subsisté. D'ailleurs, en fait, il a été enregistré seulement ces 2 fois. Et c'est effectivement étonnant parce qu'il est mauvais orateur. On l'entend, il a cette voix relativement au perché, assez saccadée. C'est un Allemand de l'époque aussi. C'est comme ça que les nazis s'exprimaient. Mais il ne sait pas tenir un auditoire en haleine. Peu lui importe. En l'occurrence, on voit comme un individu de ce calibre au sein du régime nazi est intimement convaincu de la théorie développée par Hitler le 30 janvier 1939 sur le complot de la finance juive internationale. Et alors on sait ce qui va suivre. Alors en janvier, c'est quelques jours après ce discours, en janvier donc, c'est lui qui va organiser, qui va présider cette fameuse conférence de Wannsee, c'est près de Berlin, et c'est là, la plupart du temps, que les historiens, c'est de cette époque-là, de ce jour-là, le 20 janvier 1942, que les historiens datent le début de la prise de décision de l'extermination des Juifs d'Europe. Or, vous le rappelez, elle a été prise avant. Wannsee, en fait, ce n'est que la mise en place d'une décision prise auparavant. On a entendu au début de cette émission la directive que Göring, je ne sais pas très bien à quel titre, que Göring envoie à Heydrich pour trouver justement les moyens de cette solution finale. Effectivement, dès le 31 juillet 1941, Göring, qui en l'occurrence est le représentant de Hitler, Hitler ne veut pas signer lui-même un ordre de ce type, mais c'est Göring qui le fait pour lui, charge Heydrich de coordonner la solution finale de la question juive dans la terminologie nazie pour après la victoire, après la guerre. Et
dans l'esprit des nazis, ça devait être à l'hiver 41, au début de l'année 1942. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que les nazis, alors même que la guerre tourne autrement que ce qu'ils avaient prévu, maintiennent ce calendrier. C'est la raison pour laquelle, en fait, on peut suivre, reconstituer de façon tout à fait convaincante, en automne 1941, octobre, novembre, décembre, toutes les décisions essentielles sont prises, et puisqu'on n'a pas de territoire soviétique conquis ou déporter tous les juifs d'Europe, eh bien, on va les tuer sur place en Pologne, déporter ceux de l'Ouest jusqu'en Europe centrale, et tous les autres les tuer sur place. Alors là-dedans, quelle est la part de responsabilité de Heydrich? D'abord, que fait Göring dans cette affaire? C'est lui qui envoie cette directive qui est à l'origine de la conférence de Wannsee, je la cite encore, elle était au début de l'émission. Je vous charge de m'adresser sous peu à un projet global concernant les mesures à prendre pour réaliser la solution finale de la question juive. Que fait Göring dans cette affaire? Göring, je le disais, est le représentant de Hitler. Il est aussi celui qui dirige tout le processus de confiscation des biens juifs à travers toute l'Europe. Et c'est là qu'il a été, dès le début, au cœur du processus. On parlait de la nuit de cristal tout à l'heure. Et il est, d'autre part, le protecteur de Heydrich en dehors de la SS, puisque au sein de la SS, c'est Himmler le patron de Heydrich, mais en dehors de la SS, Heydrich a besoin d'avoir l'appui des différents services gouvernementaux. Et c'est Göring qui le couvre et qui dit « Heydrich est bien mon mandataire pour cet immense travail d'organisation qu'est le génocide des Juifs ». Et le plus haut responsable, Hitler qui n'a jamais envoyé d'ordre écrit. Non, d'abord parce que c'est un homme qui écrivait très peu, ensuite parce que comme tous les grands criminels, il ne veut pas laisser de traces, et enfin parce que Hitler, pour motiver, susciter des vocations de génocideurs, j'allais dire, préfère suggérer qu'ordonner directement. Alors il y a bien sûr Himmler aussi, qui est le supérieur hiérarchique de Heydrich, puisqu'il est le patron des SS. Malheureusement pour leurs victimes, Himmler et Heydrich se complètent très bien. Et on a d'ailleurs une position paradoxale. Heydrich est son subordonné, mais il a plus l'esprit de synthèse que Himmler. Il est le coordinateur. Himmler, lui, est un infatigable homme de terrain qui va partout en Union soviétique, en Pologne, pour encourager les gens qui mettent en place les structures de tuerie. Alors cette conférence, donc souhaitée par Göring, organisée et présidée par Heydrich, c'est pas une conférence où il y a des personnalités très importantes. À part Heydrich, ce sont simplement des gens qui seront chargés de la mise en place, de l'exécution de ce projet mortel et gigantesque qu'a été l'extermination des Juifs. Donc, pour la solution finale, le mot lui-même, c'est un euphémisme. Solution finale de la question juive, ça voulait dire effectivement que tous les juifs devaient quitter l'Europe. C'est un terme qui est utilisé déjà à l'été 1940. Ça fait 11 millions de Ça fait 11 millions de personnes. Alors, quitter, bien sûr, là aussi, c'est un euphémisme. En fait, bien sûr, c'était dès l'été 40, on voit que l'intention est clairement génocidaire, peut-être même dès le discours du 30 janvier 1939. Et comme vous le disiez tout à l'heure, en janvier 42, tout a été décidé déjà entre Hitler, Himmler, Göring, Heydrich. Donc, qu'est-ce que c'est que la conférence de Wannsee? C'est une conférence qui est faite pour que les services ministériels du Reich entérinent le processus de déportation généralisée et acceptent, sans que ça soit véritablement dit de manière explicite, que ça débouche sur le génocide. Alors un génocide dont Heydrich est l'organisateur, l'architecte, mais dont il ne verra que les tout débuts, puisqu'il est assassiné quelques jours après sa visite à Paris, qui précède, il faut le rappeler aussi, la rafle du Veldiv, donc responsabilité de la police française, en fait, dans cette rafle du Veldiv. Mais il est assassiné quelques jours après, donc, enfin, il était à la suite d'un attentat, le 27 mai 1942, par des résistants tchèques qui avaient été parachutés d'Angleterre, et il est mort le 7 juin, quelques jours plus tard, et alors qu'on l'envoie ensuite à Berlin, où Hitler lui réserve des obsèques nationales, et réclame en même temps des représailles contre les Tchèques soupçonnés d'avoir aidé la résistance. Dans la cour d'honneur du château de Prague, plus de 65 000 personnes ont tenu à défiler devant le cercueil du général Heydrich, vice-protecteur du Reich en Bohême et Moravie, qui, on le sait, fut récemment victime d'un attentat. Le corps du général Heydrich est transféré à Berlin. Achtung, Achtung! Amtlich wird bekannt gegeben. Attention, annonce officielle. Im Zuge der Fahndungen nach den Mördern des SS-Obergruppenführers Heydrich, dans le cadre de la recherche des assassins du SS-Obergruppenführer Heydrich, il est éprouvé que la population de la ville de Lidice a soutenu et aidé les auteurs du meurtre.
Comme les habitants de ce village ont enfreint la loi en soutenant les assassins du SS Heydrich, les hommes adultes ont été fusillés, les femmes transférées dans un camp de concentration et les enfants emmenés pour recevoir une éducation appropriée. Les bâtiments de la ville ont été rasés et le nom de la commune éradiqué. Et c'était une archive allemande qui nous est venue du mémorial de Lidice, dont toute la population masculine a été tuée, les femmes déportées à Ravensbrück, les enfants, pour la plupart d'entre eux, envoyés à Chemno, à un des camps justement mis en place par le système Heydrich, si on peut l'appeler comme ça. Terrible ces représailles, à la mesure peut-être aussi de la perte qu'a éprouvé Hitler. Pour lui, c'était un personnage, il l'appelait l'homme au cœur de fer, c'est un personnage, dites-vous, même irremplaçable pour le régime. Parce qu'il était celui qui avait l'un des meilleurs talents d'organisation, c'est triste à dire, mais il faut bien le dire, un génocide ça s'organise, il avait ses talents d'organisation, il avait une énergie phénoménale, et alors on peut se demander effectivement ce qui se serait passé si Heydrich avait vécu, si la persécution aurait été encore plus rapide, encore plus... On peut penser que, et de ce point de vue-là, les assassins de Heydrich ont rendu service à l'humanité, on peut penser que la persécution, le processus de persécution aurait été encore plus intense qu'il n'a été, et qu'il y aurait eu encore plus de victimes qu'il n'en y a eu, tout en ayant bien en tête que sans aucun doute, Heydrich était suffisamment bon organisateur pour avoir laissé en place des structures qui pouvaient lui survivre. Des structures et des hommes. Après lui, à la tête des services de police, il y aura un homme un peu effacé, si on peut dire, qui était Kaltenbrunner, mais il y a surtout Eichmann. Eichmann, c'est l'homme... Présent à la conférence de Wannsee, qui était oui. Vraiment l'adjoint, au fond, de Heydrich. Eichmann, c'est l'homme de Heydrich pour la persécution des Juifs. C'est lui qui a rédigé, en fait, le texte du mandat signé par Göring. Göring n'a eu qu'à mettre sa signature en bas. C'est lui qui organise la conférence de Wannsee. C'est lui qui, après la mort de Heydrich, continue le processus de déportation. Malheureusement pour ses victimes, Heydrich savait s'entourer. Oui, et puis rien n'a empêché justement quand même, malgré ce que vous avez dit, le génocide, d'avoir le nombre de victimes qu'il a eu. C'est terrifiant en fait ce qu'a joué, le rôle qu'a joué Heydrich dans l'histoire du XXe siècle. On peut penser simplement, vous prenez le cas de la France où beaucoup de victimes potentielles ont survécu en pouvant se cacher grâce aux complicités dans la population. On peut penser que Heydrich vivant, les filières de cache auraient été beaucoup plus difficiles à mettre en place. Merci Édouard Husson. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, Heydrich et la solution finale, qui vient de paraître aux éditions Perrin. Vous êtes également l'auteur de Nous pouvons vivre sans les Juifs, quand et comment ils décidèrent de la solution finale, un livre également publié chez Perrin. À lire aussi chez le même éditeur, une encyclopédie très complète, l'Allemagne du Troisième Reich, de Mathilde Eckart et Pierre Vallot. Et je signale enfin l'apparition d'un coffret de 9 documentaires des films du centre Simon Wiesenthal, intitulé L'histoire du peuple juif au XXe siècle, édité par Moria Film et Bat Vidéo. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Lidwin Caron et Antoine Viossa, documentation et archives Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard, traduction de Ute Gaborio, et un grand merci aussi au mémorial de Lidice et à Anna Kubista à Prague pour les archives de la radio publique tchèque. Réalisation Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, 90 ans après la mort de Nicolas II et de sa famille, la fin des Romanov.